Bonjour à tous, bienvenue dans les studios du Figaro TV. Les débats sont clos, officiellement clos sur la fin de vie. Est-ce qu'il faut considérer le projet de loi et la loi déjà votée, la faire plier? On posera la question en début d'émission à un opposant, au député Philippe Juvin. Dans cette émission aussi, le témoignage et le point de vue d'un ancien Premier ministre québécois sur la guerre commerciale lancée par Donald Trump. Jean Charest est l'un des négociateurs de ce bras de fer. Il est à Paris, il est au Figaro TV. Et puis un livre décapant et passionnant. Il a la fougue, certains diront les excès de la jeunesse. Une critique sans appel, sans pitié, mais pas forcément sans nuance et en tous les cas pas sans intérêt, de la société virtuelle et de la suprématie des GAFAM. Et si au lieu de l'homme augmenté, les docteurs Folamour de la Silicon Valley engendraient l'homme démantelé ou bien l'homme simplifié? Point de vue, c'est parti. Bonjour Philippe Juvin. Bonjour. Les députés dont vous faites partie ont clos donc les débats ce week-end sur la fin de vie. Y a-t-il eu, comme on l'entendait chez certains confrères, notamment une radio d'information publique, un débat apaisé ? La ministre répondait de façon apaisée, ainsi que le rapporteur. On a eu quand même quelques moments d'excitation intolérables. Par exemple, samedi, alors que que le débat était presque terminé, quelques insoumis se sont mis à crier à propos des soignants que c'était un serment d'hypocrite, un jeu de mots malheureux à propos du serment d'Hippocrate, sous-entendant que les soignants en fait abandonnaient les malades. Et c'est une fable. Les soignants, ils soignent les malades et on ne laisse pas les gens agonir. Si vous voulez, il y a ce sentiment, il y a cette idée qu'on véhicule, qu'on abandonnerait les patients à leur douleur quand ils sont en fin de vie. C'est pas vrai. D'abord, la loi Leonetti aujourd'hui nous donne des outils dont nous étions dépourvus il y a quelques années. Les soins palliatifs nous donnent des outils. Mais c'est vrai que l'argument selon lequel des gens mourraient dans d'épouvantables agonies est utilisé par les défenseurs de la loi pour dire « regardez, il faut agir ». Mais ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas, ça. Et il y a donc eu un rappel au règlement. Et donc, j'ai demandé un rappel au règlement, mais on a dû faire plusieurs interruptions, parce que de temps en temps... Plusieurs interruptions, parce que ce n'est pas du tout la perception qu'on a eue. Si, bien entendu. Certains, par exemple, quand Madame Rousseau interrompt mon collègue Patrick Hetzel, qui est député LR, qui, comme moi, trouve cette loi inadéquate, et lui dit, mais Monsieur Hetzel, le problème, c'est vous le problème. C'est vous le problème quand on parlait de la question de la lutte contre le suicide, parce que c'est un sujet... Ça va être difficile aujourd'hui, en tout cas sur les psychiatres qui nous disent, d'avoir une politique de lutte contre le suicide tout en permettant le suicide à d'autres personnes. Donc, ça a été tendu plusieurs fois, ce qui est habituel, enfin, ce qui n'est pas très surprenant, mais quand même, on sentait, si vous voulez, une sorte d'agressivité de certains, ce qui était très dommage. Est-ce que les députés ont pris la mesure de la portée de ce qui était en jeu? Le problème, c'est que quand vous demandez à la ministre, elle vous dit il y a des critères stricts. Et c'est une loi pour la fin de vie. Sauf que ce n'est pas une loi pour la fin de vie parce que les critères sont tels que des gens qui ont 20 ans à vivre pourront éventuellement être concernés par la loi. Il n'y a pas de critères stricts. Enfin, moi, je considère qu'ils ne sont pas stricts. Est-ce que vous considérez que c'est strict une procédure qui peut se faire sans le consentement écrit et signé du patient? Est-ce que vous considérez que c'est strict un délai de réflexion minimum de 2 jours, 48 heures? C'est-à-dire un délai de réflexion de 48 heures. Aujourd'hui, que dit la loi? La loi dit, quand vous voyez le médecin et vous lui dites, voilà, j'aimerais bénéficier, entre guillemets, de l'euthanasie, le médecin fait son examen, une petite enquête, et dans les 15 jours, il doit vous répondre. Oui ou non. Oui, je peux, non, vous n'entrez pas dans les critères. Au bout de ces 15 jours, mais qui peut être moins, c'est 0 à 15 jours, pour être 0 d'ailleurs. Dans le texte qui est actuellement discuté. Dans le texte qui va être voté demain. Après, vous avez encore 48 heures. Vous avez 48 heures de réflexion minimum. Vous ne pouvez pas dire oui avant 48 heures. Vous pouvez dire oui en 1 semaine ou 15 jours, mais 48 heures c'est le minimum. Mais 48 heures c'est rien. 48 heures, vous n'avez jamais voulu... Qui n'a jamais voulu mourir devant une épreuve terrible de la vie et puis 48 heures plus tard vouloir vivre? Donc non, il n'y a pas de critère strict. Est-ce que vous trouvez que c'est un critère strict quand, par exemple, quand la procédure est en cours,
Si quelqu'un de la famille, par exemple, fait un signalement au procureur de la République en disant il y a un abus de faiblesse, eh bien le signalement au procureur de la République n'interrompt pas la procédure. Est-ce que vous trouvez que c'est un critère strict quand, en tout et pour tout, vous pourrez n'avoir rencontré physiquement qu'un seul médecin dans toute la procédure, un seul, parce que le deuxième avis médical qui est nécessaire, il peut se faire par étude de dossier simplement. Est-ce que vous trouvez que c'est un critère strict quand la consultation du psychiatre n'est pas obligatoire? Moi, je sais pas, mais quand quelqu'un me dit « je veux me suicider », j'ai envie de le montrer au psychiatre. Ça devrait être obligatoire. Eh ben non, ça ne sera pas obligatoire. Le médecin, le seul médecin que vous verrez, d'ailleurs qui décidera tout seul in fine, ce seul médecin pourra décider ou non de vous envoyer chez le psychiatre. Mais il faudrait que ça soit obligatoire. Donc tout ça est une fable quand on vous dit qu'il y a des critères stricts. Ce n'est pas vrai, il n'y a pas de critères stricts. Est-ce que signifie l'amendement voté ce week-end instituant un délit d'entraide à l'aide à mourir? D'entrave. D'entrave à la mourir. C'est un délit. La loi dit, au fond, si quelqu'un s'oppose à la mise en œuvre de ce droit, puisque c'est un droit, c'est présenté ainsi à mourir, eh bien, la loi doit le sanctionner. Alors, je vais vous dire, moi, au fond, dans cette affaire, pourquoi pas? Quand on ouvre un droit, il est normal que le code pénal le sanctionne si ce droit n'est pas respecté. Au fond, je n'ai pas de sujet de fond là-dessus. Sauf que, comment on articule ça avec le rôle du psychiatre, dont le rôle va quand même être de dire il y a peut-être d'autres solutions. Est-ce que ça veut dire de la famille, des ministres des cultes? Si vous dites si un prêtre, un rabbin, un psychiatre dit non, il ne faut pas se suicider, ou même si, par exemple, en conscience, un prêtre, un rabbin, disant que la famille, non mais même disent bah oui, il y a un interdit du suicide. C'est considéré comme délictuel? Eh bien, écoutez, c'est un vrai sujet. Moi, j'ai eu un amendement que j'ai porté en disant les ministres des cultes qui conseillent le patient ne doivent pas être concernés par ce délit d'entrave pour qu'il y ait zéro risque. L'amendement a été rejeté. On m'a dit ah mais ne vous inquiétez pas, ça se passera bien. Bon, d'accord, enfin bon, ça a quand même été rejeté, ça aurait été mieux de le mettre. Mais pareil pour les associations de prévention du suicide. Il y a des gens, des associations, dont le travail est de vous empêcher de vous suicider, vous pousser à ne pas vous suicider. Moi, j'aurais voulu que ces associations puissent travailler sans crainte d'un délit d'entrave. Mais non, en fait, on n'a pas voulu les exclure d'emblée. Donc c'est vrai, moi j'ai un problème. Donc vous êtes en train de dire que les associations de prévention du suicide peuvent être, en tout cas, ne sont pas exemptées dans cet amendement? Eh bien, la ministre m'a répondu qu'elle l'était, sauf que quand j'ai demandé à ce que ça soit inscrit dans la loi, ils n'ont pas voulu que ça soit inscrit dans la loi. C'est pour ça que j'ai un fort doute. Donc moi, j'avais proposé que, en balance à ce délit d'entrave, il y ait un délit d'incitation au suicide, qui a au moins une balance. Mais ça aussi, ça a été refusé. Donc, vous voyez, c'est une loi, on ne sait pas très bien où on va. L'incitation au suicide, jusqu'à présent, est punie par la loi. Est punie par la loi. Ouais. Mais moi, je souhaitais que... Donc ça reste en vigueur. Mais la question, ce sont les mots qu'on utilise. L'incitation au suicide est punie par la loi. Mais est-ce que l'incitation à recourir au suicide assisté, alors qu'on pourrait, par exemple, recourir à des soins palliatifs, pour moi, devrait être punie. C'est-à-dire que j'attends que le médecin qui va rencontrer le malade puisse lui dire, bon, bah, vous voulez vous suicider, soit, mais sachez qu'il y a d'autres éléments, enfin, il y a d'autres possibilités. Alors on me dit, mais évidemment, le médecin va le faire. Sauf que, enfin voilà, ça aurait été mieux de l'écrire dans la loi. Rien ne le garantit, c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est la bonne volonté du médecin. Quel a été le rôle des uns et des autres dans les débats? Et est-ce qu'il y a eu une fracture droite-gauche ou bien est-ce que ça a traversé les partis politiques comme on a pu l'entendre? Non, tous les partis politiques sont traversés par des courants qui veulent et d'autres qui s'opposent à la loi. Tous. Peut-être avec une exception chez les écologistes et les LFI qui sont très 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 majoritairement pour la loi, mais sinon, il y a des... Qui ont été, semble-t-il, assez actifs dans les débats. Qui ont été très présents et très actifs, absolument, avec une volonté de pousser d'ailleurs les critères actuels. Ils considèrent que les critères que moi je considère déjà comme pas très stricts sont trop stricts. Par exemple, un certain nombre d'entre eux ont voulu que la loi puisse s'appliquer à des mineurs. Aujourd'hui, la loi ne s'appliquera qu'au-dessus de 18 ans. Et certains ont d'emblée voulu dire de 16 à 18 ans, ça serait possible. D'autres ont voulu
par exemple, que ça soit dans les directives anticipées, que vous puissiez, plusieurs années avant, inscrire dans vos directives anticipées, si je ne suis pas en mesure de confirmer mon accord, je veux bénéficier de l'euthanasie si je ne suis pas en mesure de l'exprimer. Ça, c'est pas dans la loi aujourd'hui. Et moi, je m'y oppose. Pourquoi ? Parce que je veux qu'au dernier moment, la personne puisse dire stop, non. Et évidemment, si vous n'êtes pas en mesure de le dire parce que vous êtes devenu dément, c'est un droit irréversible. Enfin, c'est un droit qui vous n'avez plus le droit de possibilité même de dire non. Eh bien ça, la LFI a beaucoup voulu inscrire dans les directives anticipées dans la loi. Heureusement, il y a eu une majorité pour s'y opposer, mais ne vous faites aucune illusion. Au coup prochain, ça sautera. Au coup prochain, on aura. D'abord, regardez ce qui se passe regardez ce qui se passe à l'étranger. Tous les critères à l'étranger se sont ensuite dégradés dans le temps, c'est-à-dire que les critères soi-disant stricts ont été abandonnés pour une raison assez simple. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à Madame Rousseau dans l'hémicycle. Ils cherchent la loi pure où il n'y a aucune exception. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on puisse dire « Ah, cette personne devrait pouvoir en bénéficier, elle ne peut pas ». Il y aura toujours... Toute loi est imparfaite. Toute loi, il y a des gens qui ne sont pas concernés. Et comme ils trouveront toujours quelqu'un qui aurait pu en bénéficier, mais que la loi interdit d'en bénéficier, eh bien, ils vont l'étendre peu à peu. Vous savez, c'est les dieux ont soif, c'est Anatole France. En fait, il y a toujours plus... Donc, ce que vous dites aujourd'hui, c'est que le texte en l'état permet, in fine, une extension du domaine. Alors déjà, le texte en état touche des patients qui potentiellement ont plusieurs années à vivre. Un insuffisant rénal dialysé, aujourd'hui, il a tous les critères s'il a des souffrances. Deuxièmement, le texte en l'état dit, on nous dit dans le débat politique, c'est pour les douleurs irrémédiables et réfractaires. C'est faux, pas seulement. Vous pouvez aussi souffrir de douleurs parce que vous arrêtez vous-même le traitement, vous-même, un traitement efficace, vous décidez de l'arrêter, ce qui est quand même pas la même chose, et bien ça vous rend éligible. Et ce que je vous dis, que malgré ces critères qui sont déjà flous, vous aurez dans l'avenir, évidemment, des critères qui vont devenir encore plus lâches. Le flou des critères en cause. Est-ce que les mutuelles ont eu un rôle et ont été actives au cours des débats ? Alors, les mutuelles ont eu un très grand rôle parce qu'elles ont fourni beaucoup d'amendements aux députés. Je pense à la MGEN qui a Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale qui a souhaité très clairement favorable que la loi soit votée. Moi, je leur dis aux mutuelles, écoutez, d'abord, votre rôle, c'est de rembourser les soins. Voilà. Une de mes craintes, c'est que des gens choisissent l'euthanasie par défaut d'accès aux soins ou parce qu'ils ne sont pas suffisamment remboursés. Et donc je dis aux mutuelles, plutôt que de faire du militantisme, avec l'argent de mes cotisations, s'il vous plaît, déjà remboursez correctement les gens, parce que ce n'est pas le cas en fin de vie. Vous savez que quand vous êtes sous morphine à haute dose, j'entre dans les détails, vous êtes constipé. Et c'est très douloureux et ça peut être très pénible. Eh bien les laxatifs qui vous permettent d'aller à la selle et d'être moins gêné, ils ne sont pas remboursés par la Sécu, donc ils ne sont pas remboursés par les mutuelles. Je dis aux mutuelles, remboursez les laxatifs. Ça ne coûte pas grand-chose, mais au moins il y a des gens qui peuvent pas se les payer. Donc les mutuelles ont joué un rôle. Moi je ne crois pas à la thèse que certaines mutuelles ont fait ça pour faire des économies. Et d'ailleurs, aucun député n'a voté cette loi pour faire des économies, mais ne vous faites aucune illusion, cette loi fera faire des économies. Voilà. La MGEN a été la seule mutuelle ou il y a eu d'autres mutuelles aussi ? Je ne l'ai plus en tête, mais c'est celle qui a été le plus présente. Entre nous, on aurait eu une compagnie d'assurance médicale américaine capitalistique qui nous aurait écrit en disant « faut légaliser l'aide à mourir ». À votre avis, qu'est-ce qu'on aurait dit ? On aurait dit au scandale. Mais pourquoi on ne l'a pas dit pour les mutuelles ? Eh bien parce que il y a probablement des gens qui appartiennent à la fois au conseil d'administration des mutuelles, qui sont dans des associations. Oui, il y a des conflits d'intérêts très clairement. Bon, on retrouve un peu toujours les mêmes. Et manifestement, les mutuelles ont pris le masque de l'humanité. Voilà, c'est un masque, selon vous ? Écoutez, les mutuelles ont-elles un conflit d'intérêts ? Les mutuelles vont-elles moins dépenser grâce à cette loi ? Oui, très clairement. Donc elles auraient dû au moins, même si elles ne le font pas pour ça, être silencieuses. Ce samedi à Paris, les éligibles ont défilé. Ce sont justement des personnes qui sont souvent atteints de handicap et qui répondent aux critères justement qui pourraient leur demander d'aider à mourir. Et certaines d'entre elles s'insurgent
contre ces dispositions, en tous les cas, craignent qu'on les incite à mettre fin à leur jour, plus qu'à les aider à continuer à vivre. C'est le cas notamment d'Orvedi, qui veut tenter HEC et qui préfère dire qu'il est éligible à HEC qu'à la fin de vie. Après, vis-à-vis je repense à moi-même il y a quelques années où en période de questionnement, des fois on n'est pas forcément bâti, on n'a pas forcément trouvé notre identité. Et donc le fait de savoir qu'on est éligible, que potentiellement on pourrait dire je veux mourir parce que ma vie est trop difficile, ben, c'est un peu comme si ça faisait pencher la balance d'un côté, alors qu'on essaie de chercher des arguments pour pencher du bon côté. Donc est-ce que savoir ça m'aide dans mon combat pour la vie? Je suis pas sûr, donc c'est un peu ça qui m'inquiète. Mais en tout cas, moi de ma part, je veux, parce qu'on ne peut pas juger une personne qui arrive à un tel choix, mais je veux au moins donner des exemples de personnes qui ont su s'en sortir et faire quelque chose de leur handicap. Et par exemple, j'ai passé les concours d'école de commerce HEC. J'espère qu'on me dise que je suis éligible à HEC, plus que de savoir que je suis éligible à la mort. Donc c'est ça que j'ai envie de présenter aujourd'hui. Mais les partisans du texte disent que des gens comme Orvedi ne sont pas obligés de demander. Mais ils ont raison, effectivement. Heureusement, d'ailleurs, personne n'est obligé de demander. Mais la question, elle n'est pas là. La question, c'est, quand on a un handicap très grave, on doit faire, c'est eux qui le disent, hein, des efforts tous les jours pour vivre. Parce que tout est compliqué. Et le jour où vous avez un coup de mou, ou que vous n'y arrivez plus, quel message on leur envoie? On leur envoie, finalement, on ne va pas vous aider à vivre, mais on va vous aider à mourir. C'est ça le sujet, c'est la question de la pression sociale. Ce que disaient les organisateurs de cette manifestation, aussi, où vous étiez, hein, Philippe Juvin, ouais, mais qui était présent en plateau ce vendredi, c'est que très souvent, parfois même les médecins prennent le parti de ne pas continuer les soins, ou en tout cas de laisser mourir certaines personnes qui sont accidentées, comme c'était le cas de Cyril Janteur, qui était ici, et dont on voit l'épouse justement prendre le micro, et qui était à l'origine de cette manifestation. C'est sûr, non mais bien sûr, quand vous admettez quelqu'un en réanimation, c'est vrai qu'il y a un biais cognitif de la part des médecins. Quand ils voient quelqu'un de très handicapé, il y a un biais cognitif qui est: est-ce que ça vaut le coup, entre guillemets, d'aller en réanimation ou de soigner? Donc déjà, les personnes handicapées doivent lutter dans la vie, plus que vous et moi, très durement, et en plus, parfois, elles doivent aussi lutter contre un système de santé qui peut choisir de ne pas les soigner autant que quelqu'un de valide. En fait, cette loi, c'est très intéressant, parce que elle est faite par des gens qui sont bien portants, mais qui ont une terreur de la perte d'autonomie, une sorte de... Vous savez, j'ai l'impression que les handicapés, on les aime quand ils sont champions olympiques. En revanche, quand ils ne sont pas champions olympiques, eh bien, on va jusqu'à imaginer qu'il y a des vies qui ne vaudraient pas le coup d'être vécues. Et c'est ça le message qu'on risque de leur envoyer au jeune homme là, qui est étudiant en Henri IV. Moi, je n'ai pas été étudiant en Henri IV, je n'étais pas assez brillant. Le gars là que vous venez de voir, il vous dit: aidez-moi. Vous êtes quand même professeur de médecine. Oui, enfin bon, aidez-moi à vivre, mais ne m'aidez pas à mourir. C'est très violent, cette loi, pour eux, très violent. Merci beaucoup, Philippe Juvin. Si cette loi est adoptée en première lecture, faut-il la considérer comme définitivement acquise? Non, rien n'est fini, parce qu'après, il y a le Sénat, probablement à l'automne, si le gouvernement l'inscrit d'ailleurs, et puis après, il y aura une navette. Donc, non. Et donc, le combat, quel que soit le résultat de vote, ne s'arrête pas là. Il faut continuer à montrer aux Français que ce n'est pas une loi sur la fin de vie, parce qu'elle concerne des gens qui ont plusieurs années à vivre, et il faut un référendum ne sont sur pas cette stricts. Loi. Non, je trouve que le référendum, il n'y a rien de plus difficile. D'abord, on ne répond jamais à la bonne question, et puis répondre oui ou non à une loi aussi complexe me semble tout à fait déraisonnable. Merci beaucoup, Philippe Juvin. Affaire à suivre donc avant le vote solennel prévu ce mardi. On va suivre bien évidemment ça, et ce sera à suivre également en direct sur le site du Figaro. Dans un instant, Jean Charest, l'ancien Premier ministre du Québec, est avec nous. On va revenir sur les défis lancés au Canada par Donald Trump et aussi au nouveau Premier ministre canadien, comme le montre cette séquence. Well, if I may,
as you know from real estate, there are some places that are never for sale. That's true. We're sitting in one right now, Buckingham Palace that you visited as well. That's true. And having met with the owners of Canada over the course of the campaign last several months, it's not for sale, won't be for sale ever. But the opportunity is in the partnership and what we can build together. And we have done that in the past. And part of that, as the President just said, is with respect to our own security. And my government is committed for a step change in our investment in Canadian security and our partnership, and I'll say this as well, that the President has revitalized international security, revitalized NATO, and us playing our full weight in NATO, and that will be part of it. I must say Canada is stepping up the military participation because Mark knew, they were low, and now they're stepping it up, and that's a very important thing. But never say never. Never say never. Alors, on va jamais dire jamais. Bonjour Jean Charest. Bonjour, M. Roux. Donald Trump reporte à début juillet l'entrée en vigueur de l'augmentation des droits de douane pour l'Union européenne. C'était prévu, il l'avait annoncé, menacé pour le 1er juin, plus 50%. Comment interprétez-vous sa décision ? C'est le modus operandi de Donald Trump. Il vous donne un coup sur la tête et après ça, il prend tout ce qu'il peut de ce que vous allez lui donner dans la négociation et après ça, il négocie. Alors, typiquement, en anglais, on dit « shock and awe », c'est-à-dire... Choqué et effroi. Oui, et après ça, il suspend. Dans ce cas-ci, il vous a surpris, il a surpris tout le monde parce qu'il aime ça surprendre, avec 50%, alors que c'était 20% le 2 avril, et que c'est devenu 10%, vous étiez en négociation, il reporte ça d'un mois. Je pense que les marchés auraient très mal réagi aujourd'hui et sur cette décision-là et qu'il a voulu prendre les devants. Y aura-t-il une réponse conjointe Canada-Union européenne face à l'offensive de Trump? Il y aura au moins une coordination. Il y a déjà une coordination. Le nouveau premier ministre... C'est de ça dont vous discutez là, lors de votre voyage votre tournée européenne? Oui, moi je suis ici par affaire parce que je suis sur le conseil de publicisme, mais je suis également sur le comité aviseur du premier ministre Carney sur ce sujet-là et un autre groupe de travail qui est des milieux d'affaires. Il y a au minimum une coordination entre nous et l'Europe et la Commission européenne. Je dis une coordination parce qu'on ne va pas nécessairement prendre les mêmes positions. Et jusqu'à tout récemment, ce que nous avions compris, nous, du côté européen, c'est que vous aviez offert aux Américains d'acheter davantage de gaz liquéfié, de faire des achats. C'est un peu typique de négociation avec Trump parce que les tarifs, c'est pas uniquement sur le sujet du commerce, c'est sur toutes sortes d'autres sujets qu'on peut régler en même temps. C'est la méthode de M. Trump. Et là, on peut prendre tous les dossiers globaux. Oui, incluant la sécurité, incluant... C'est pour ça qu'on l'entendait tout à l'heure, par exemple, sur la question militaire, en parlant avec donc le nouveau Premier ministre canadien. Ça peut rentrer dans le cadre des négociations, par exemple. Une plus grande participation du Canada à l'OTAN, par exemple. Tout à fait. Et c'est même souhaitable dans une négociation avec M. Trump, parce que ça nous permet de sortir d'un débat qui est plutôt manichéen sur les tarifs où M. Trump a une interprétation d'une économie qui n'existe plus. Prenons les voitures. Il n'y a pas un produit complexe, M. Roux, dans le monde qui est fait dans un seul pays. Ça n'existe plus. J'ai l'impression d'entendre Milton Friedman. Le crayon de Milton Friedman. Mais c'est vrai. Et en même temps, vous voyez, dans le cas de l'Europe, M. Trump reproche quoi à l'Europe? La TVA. Il reproche à l'Europe de soutenir des entreprises. Il reproche à l'Europe des normes phytosanitaires sur les aliments, par exemple le bœuf, ici, ou le poulet. Et nous, le Canada, on a négocié un accord de libre-échange avec l'Europe. C'était mon projet. C'était celui qu'on avait fait. Et sur ce sujet-là, il n'y avait pas eu d'accord. Donc, sur l'exportation de bœuf canadien vers l'Europe, il y a des règles sanitaires qui sont propres à l'Europe et qui conditionnent l'exportation. M. Trump et ses équipes refusaient les normes sanitaires européennes. Et ça fait partie pour lui de la négociation. Vous espérez justement que ça puisse avancer les discussions sur des accords de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne?
Oui, et ça nous... D'abord, l'accord de libre-échange que nous avons conclu est un accord qui est très, très avant-gardiste. Vous savez, entre la France et le Québec, par exemple, il y a un accord sur la mobilité de la main-d'œuvre qui est unique au monde, sur la qualification, qui est très avant-gardiste. Alors, entre nous, l'Europe et le Canada, la relation est très bonne. Si on se projette vers l'avenir, nous pouvons anticiper, par exemple, des collaborations dans le domaine des marchés publics militaires. Ça devient un sujet pour tout le monde. Vous avez entendu dans l'extrait que vous avez fait jouer de Trump sur la question de la défense, et Trump n'a pas toujours tort, M. Roux, en passant, lorsqu'il reproche aux pays européens et canadiens et le Canada de ne pas investir suffisamment dans notre propre défense. En tout cas, dans le cas du Canada, je peux répondre, il a raison. Ça fait longtemps que les Américains nous le reprochent et le Canada a été négligent. Alors donc, sur ce sujet-là, oui, il y a un rattrapage à faire. Dans le cas de l'Europe, cependant, ce qui est d'intéressant, c'est que nous pourrions, nous, collaborer, au lieu de toujours acheter chez les Américains, pourquoi pas travailler entre nous. Avant d'aller sur le fond du sujet, une remarque quand même. Trump a été le meilleur allié pour l'actuel Premier ministre et pour le Parti libéral canadien. En janvier, les libéraux ont 25 points de retard dans les sondages. Et une accession de Donald Trump, une guerre commerciale et une menace d'annexion plus tard, ils battent largement les conservateurs. Alors, Mark Carney doit son élection en bonne partie à Donald Trump. On est d'accord. Qui a été très actif pendant la campagne électorale. Il a fait la même chose en Australie, où il a également pesé, pas autant qu'au Canada. Mais au Canada, c'est devenu ce qu'on appelle la question de l'urne. Le sujet, avant le départ de M. Trudeau, c'est nous allons remplacer, nous allons nous débarrasser du gouvernement de Trudeau, parce qu'il était au gouvernement depuis 9 ans. Il avait passé la période où ils sont encore audibles. Et donc, une fois que M. Trudeau quitte, Carney devient le chef du Parti libéral du Canada. Et là, M. Trump vient s'immiscer dans la campagne. Et rappelez-vous les déclarations de M. Trump qui parle du Canada comme étant le 51e État. Vous y aviez cru vraiment? Non, mais ça a eu un effet sur nous. Ça a eu un effet de mobilisation comme on n'avait pas vu depuis très longtemps, M. Roux. Parce que le Canada a redécouvert la vertu patriotique? Oui, tout à fait. Et c'est un peu comme si quelqu'un... Vous savez, il y a ce qu'on dit dans la vie et ce que les gens entendent lorsque vous leur parlez, vous connaissez le sujet. C'est un peu comme si M. Trump nous disait « Vous n'existez pas ». Et ça a beaucoup offusqué les Canadiens. Mais c'est quand même assez piquant de voir, par exemple, que des partis comme le Parti libéral, ou des partis qui sont fédéralistes et internationalistes, sans frontiéristes, redécouvrent la vertu patriotique. Ah ben, c'est une bonne chose. et moi, je suis de ceux qui pensent que nous allons remercier M. Trump dans 20 ans de nous avoir réveillés, de nous avoir sortis de notre complaisance, et parce que le Canada a quand même eu la vie assez facile. Nous vivons à côté d'une grande puissance économique. Nos exportations sont orientées vers les États-Unis, trop. Nous sommes trop dépendants des Américains, et nous avons au Canada un travail à faire pour moderniser notre économie, un peu comme l'Europe, soit dit. Question provoque. Quand il parle d'un 51e État américain, cette dépendance et cette imbrication finalement du Canada, ne lui permettait-il pas de penser, ou en tous les cas d'évoquer cette possibilité, au-delà du caractère symbolique provocateur qu'elle avait finalement l'imbrication de l'économie canadienne avec l'économie américaine, en particulier dans tout ce qui est la zone frontalière, et qui est assez extensible, parce que ça va entre Montréal et New York, par exemple, fait que, effectivement, la saillie de Trump n'était pas si provoque que ça. Nos économies sont très intégrées. C'est une relation économique qui est très importante. Et vous savez, la relation économique la plus importante pour les États-Unis, c'est l'Europe. Et après ça, c'est le Mexique et le Canada qui est en troisième. C'est donc dire, et nous sommes un pays d'exportation. On est un pays qui dépend beaucoup sur les exportations. Donc, il y a une très, très grande intégration. Mais nous sommes fièrement Canadiens, indépendants, souverains. Et là-dessus, aucun sujet. D'ailleurs, il n'y a personne aux États-Unis, M. Roux, qui a suivi le président dans son propos de 51e État. Il n'y a absolument personne qui a suivi derrière lui pour dire
voilà une bonne idée. Mais les Canadiens, eux, l'ont très mal pris. Et ça a eu un effet de mobilisation pendant la campagne électorale. Et le sujet est devenu le suivant. Lequel des leaders est le mieux outillé pour faire face à Donald Trump? Mark Carney a gagné cette élection parce que les Canadiens ont conclu que c'était lui qui était le plus compétent. Avant de quitter le pouvoir, Justin Trudeau vous a nommé au sein du Conseil sur les relations américano-canadiennes. En clair, le Conseil est chargé de riposter aux attaques de Trump, donc 25% de droits de douane, notamment sur l'automobile, des taxes spécifiques, vous le disiez, sur un certain nombre de domaines, acier, automobile. Quelle est la riposte réelle aujourd'hui du Canada par rapport à cette offensive commerciale de Trump? C'est un sujet important pour nous parce que nous nous sommes distingués sur ce sujet-là. Le Canada a fait un choix, M. Roux, de riposter. Pas tous les pays l'ont fait. Vous avez peut-être remarqué que le Mexique a pris un pas de recul, n'a pas riposté, n'a pas fait de contre-tarifs. Il y a 2 pays qui ont fait des contre-tarifs, le Canada et la Chine. Et nous avons fait des contre-tarifs dans un monde de mauvais choix en passant. Les contre-tarifs, il ne faut pas se le cacher, c'est un mauvais choix dans la mesure où ils nous font mal et on se fait mal en même temps en imposant des contre-tarifs. Mais pourquoi on a fait ce choix? Parce que ce que nous connaissons de M. Trump nous apprend qu'il faut absolument répondre. Que si vous ne répondez pas, ce sera... Alors, qu'avez-vous répondu? On a fait des contre-tarifs sur des produits américains. Et c'est ce que nous avons fait. Est-ce qu'il n'y a pas de moratoire? Il n'y a pas des ripostes réduites à zéro, comme accuse notamment le chef du Parti conservateur? Non, il n'y a pas de... C'est une riposte qui est faite sur les tarifs américains et le jour où ils enlèveront les tarifs, mais là, on enlèvera notre riposte. Mais nous avons des tarifs sur l'aluminium. Nous sommes le principal fournisseur d'aluminium aux États-Unis. Sur l'acier, encore là, principal fournisseur. Il y a des tarifs sur les automobiles, mais qui sont modulés par un accord de libre-échange qui existe déjà entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. L'ALENA, oui. L'ALENA. Mais l'ALENA, la nouvelle version, a été renégociée par M. Trump et nous souhaitons une négociation sur la base de cet accord de libre-échange parce que c'est plus ordonné, ça nous donne un point de repère pour faire une négociation et en même temps, on ne veut pas aller trop vite, M. Roux, parce que les Américains vont négocier à gauche et à droite, vont faire des concessions. On ne veut pas être les premiers à régler et de constater par la suite que des concessions accordées à d'autres pays nous n'auront pas été accordées à nous. Alors, 2 questions par rapport à ça, Jean Charest. Première question, d'abord, qu'est-il advenu des discussions entre J.D. Vance et le nouveau Premier ministre Mark Carney en marge de la messe d'installation du pape Léon XIV? Ils se sont vus, vus à Rome, ils ont discuté. Que se sont-ils dit? Dans les rapports de presse que j'ai vus... Pas eu d'autres confidences? Non, ils ont eu une bonne conversation. C'est très important pour nous. Et J.D. Vance était présent au moment de la rencontre de la Maison-Blanche, où Carney s'en est très bien tiré en passant. Très bien tiré. Et, il n'a pas été humilié comme d'autres? Non. Et le risque... Il le craignait? Pardon? Il le craignait? Les Canadiens le craignaient, mais il y a une telle psychose autour des visites maintenant des chefs d'État et de gouvernement à la Maison-Blanche que les gens m'approchaient, ils me disaient, il faut dire à M. Carney de ne pas y aller, tellement c'est présent. Maintenant, avec J.D. Vance, qui est quand même un acteur important dans l'administration américaine, et non seulement il est vice-président, mais de toute évidence, il a de l'influence. Ils ont parlé de commerce, ils ont parlé de plus long terme. Je pense que Mark Carney veut installer l'idée chez les intervenants de la Maison-Blanche qu'il nous faut une entente à long terme et s'offrir comme solution. Il y a une chose qu'il faut savoir. Monsieur Trump va faire beaucoup souffrir les marchés, incluant pas uniquement les marchés, les actions, l'équité, mais également les obligations long terme. Et ce sujet-là a un impact très important sur les taux d'intérêt aux États-Unis. Les obligations du gouvernement américain, 10 ans par exemple. Le Canada détient des obligations américaines? On en a, oui, mais pas beaucoup. Le vrai sujet est le suivant. Si les taux d'intérêt dépassent un certain seuil, 4,5 %, ça a un impact direct sur les hypothèques que paient les Américains, les intérêts qu'ils paieront sur les prêts de voitures, de cartes de crédit, etc. Et là, ça a un impact très important sur l'économie et sur la popularité du président.
Question à l'ancien Premier ministre du Québec. Quelle garantie apportez-vous aux Québécois qui ne seront pas sacrifiés sur l'autel d'un accord inéluctable entre Ottawa et Washington? Ah ben ça, c'est un sujet qui est réglé depuis très longtemps. Vraiment? Ben oui, parce que la langue et la culture chez nous, c'est un sujet identitaire, c'est un sujet extrêmement important pour notre avenir, c'est ce qui nous définit, c'est qui nous sommes. Il y a la langue et la culture, mais il y a quand même des industries au Québec, il y a des biens et des services. Ils ne seront pas, en tous les cas, sacrifiés au profit, par exemple, du pétrole de l'Alberta ou... non. Au profit de l'Ontario. Il n'y a pas question, mais le Québec et le Canada ont travaillé ensemble pour défendre et faire adopter un traité spécifique à la protection de la culture et de la langue dans le cadre des négociations commerciales qui a été adopté par l'UNESCO en 2005. Et c'est un sujet consensuel au Canada, les deux niveaux de gouvernement, M. Roux. Alors, c'est le traité pour la protection et la promotion de la diversité culturelle que nous avons fait. Par ailleurs, récemment, la semaine dernière, le gouvernement du Québec a proposé un projet de loi sur la découvrabilité des cultures sur les médias sociaux qui est très avant-gardiste, proposé à la francophonie, un sujet auquel il faut s'intéresser parce que, à défaut de prendre des moyens avec les médias sociaux de défendre notre langue et notre culture, tout se perd chez les ce ne sera pas, en tous les cas, dans la guerre commerciale, les biens et les services québécois seront garantis. Vous me le promettez. Tout à fait. Nous avons adopté un traité. Nous avons fait voter un traité. Les Américains ont voté. Pas simplement la langue. Hein. Non, pas simplement la langue. Mais même il faut si c'est important. Pour les Américains, la langue et la culture, c'est le commerce. Pour nous, c'est autre chose. C'est qui nous sommes, c'est notre identité. Alors, non, il n'est pas question de faire de compromis sur un sujet comme celui-là. Dernière question, Jean Charest. Quelle est la perception que vous avez de la France aujourd'hui et de ses atouts et de ses faiblesses? La France est un pays merveilleux. Heureusement qu'il y a la France. Pourquoi? Parce que les Américains dominent tellement sur l'échiquier mondial il faut se rappeler qu'il y a des pays qui offrent une autre perspective de la vie, sur les valeurs, qui ont leur propre réseau et leur histoire. Et pour nous, la langue française, vous savez, c'est une autre fenêtre sur la vie, c'est une autre façon de voir, de comprendre les choses. Et heureusement qu'il y a la France. Nous adorons la France. Même la France dirigée par Emmanuel Macron? Ah oui, la France dirigée par Emmanuel Macron ou par d'autres présidents. Les Québécois, les Canadiens aiment plus les Français que les Français aiment les Français. Vous avez un pays qui est absolument merveilleux. Mais malheureusement pour vous, c'est pas ce que vous croyez souvent. On vous entend. Vous êtes trop gaulois réfractaire que vous êtes très dur envers votre propre pays. Et bien oui, il y a des choses à faire chez vous, mais ne perdons pas de vue que la culture, l'histoire... Qu'est-ce qu'il y a à faire, à votre avis? En France? Oui. Les mêmes défis que nous avons au Canada et que Trump nous ramène et nous rappelle que nous devons moderniser nos économies. Et qu'on est par exemple, trop réglementé, que l'État est trop lourd. C'est vrai au Canada, c'est vrai en Europe. Protéger nos économies aussi, peut-être. Oui, il faut absolument moderniser nos économies. Il faut en faire davantage sur notre sécurité. C'est vrai pour le Canada et la France. Merci beaucoup, Jean Charest. Et merci beaucoup d'être passé par les studios du Figaro pour partager vos points de vue. Et puis, effectivement, ces scènes de la guerre commerciale qui se passent là, cette fois-ci, entre Ottawa et Washington, auxquelles vous participez. On va continuer à suivre la situation. Et on vous attend au Québec et au Canada. Avec joie. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur le plateau du Figaro. Autre sujet, comment les réseaux sociaux et plus largement le numérique nous déshumanisent. C'est la thèse d'un jeune essayiste, auteur d'un livre passionnant qui s'appelle L'homme démantelé. Et sur la même longueur d'onde, l'acteur Fabrice Lucchini nous a fait récemment sur le plateau du Figaro TV cette saillie. C'était dans le club Le Figaro Culture présenté par notre ami Jean-Christophe Buisson. Pourquoi il y a des portables? Pourquoi? Moi, j'en suis une victime. Parce que le portable est une réponse illusoire, mais assez efficace dans la seconde où tu dis « s'ennuyer, c'est enregistrer la nullité de chaque instant ». Boum, t'as le portable. Tac.
tac, tac, tac. Tu vois une femme qui danse comme ça, après, boum, t'as Cahuzac qui dit, ouais, Marine a déconné. C'est plus ça en est, Cahuzac, Marine Le Pen. Après, t'as James Brown qui fait le bougoulou. Après, t'as Mélenchon qui dit, c'est scandale qu'on l'attaque. Après, t'as une femme qui dit, moi, yoga, toujours, je n'ai plus de sangle abdominale. Après, tu passes encore plus loin. Et puis, t'as une chanteuse qui dit, j'étais un homme, mais maintenant, je suis vraiment un transgenre. Donc, tu sais plus. Et puis, parce que s'ennuyer, c'est enregistrer la nullité de chaque instant, et avec la certitude que l'instant suivant sera pire encore. Voilà, Sioran contre les portables, c'est la recommandation de Fabrice Lucchini. Son spectacle fait carton plein, mais il va continuer à le rejouer. Donc vous pouvez continuer à suivre et lire, et bien sûr, Émile Sioran. Baptiste Destombes, c'est ce que vous faites? Oui. Est-ce que vous êtes technophobe? Non. Vraiment? Non. Ouais, je me suis posé la question, franchement. Il n'y a pas une ligne pour dire du bien du numérique. C'est vrai, parce qu'aujourd'hui, on manque d'un discours radical sur le sujet. Et sans radicalité, malheureusement, aujourd'hui, les lignes ne bougent pas. Donc, pour faire bouger les lignes et agir véritablement, j'ai pensé qu'une pensée radicale était pertinente. Je vous confirme, en tous les cas, que votre pensée est radicale, et mais ceci dit, elle est passionnante. Donc, vous n'êtes pas technophobe, vous êtes quand même techno-pessimiste, on va dire ça? Au moins critique, je dirais. Vous savez déjà répondre comme un homme politique, c'est normal, vous avez fait Sciences Po, et vous êtes donc l'auteur de cet ouvrage qui est extrêmement intéressant, extrêmement stimulant. La vérité sur notre génération, écrivez-vous, c'est que nous avons été victimes d'une OPA diantre. Oui. Les industries numériques ont considéré que nos cerveaux étaient des marchandises, que leur attention était malléable. Et à vrai dire, elles avaient raison, parce que les jeunes sont un public qui a un cerveau assez plastique, des préférences assez changeantes et un temps disponible assez important. Nos générations ne sont pas enfermées dans la routine métro, boulot, dodo. Et en fait, aujourd'hui, on a vu par exemple pour la musique que les goûts musicaux se figent à 27 ans. Cela veut dire qu'en fait, jusqu'à cet âge-là, globalement, en fait, l'être humain reste assez malléable dans ses aspirations, ses désirs, et donc est un marché attentionnel très important. C'est la raison pour laquelle l'industrie du numérique va cibler et saboter en priorité les cerveaux de la jeunesse. Mais est-ce que l'objectif, c'est de saboter les cerveaux de la jeunesse? L'objectif, avant toute chose, c'est de générer du profit, de stimuler le désir. Et le problème, c'est que donc pour en arriver là, il faut canaliser, monopoliser en fait l'attention. Donc ça implique nécessairement de venir effectivement détruire et de saboter l'attention, le désir de la jeunesse. Vous dénoncez un concept forgé par le philosophe aujourd'hui disparu Michel Serres, qui parle de l'intelligence inventive. Oui, effectivement, il pense, dans son essai Petite Poussette, que les nouvelles générations nées dans le numérique pourraient réussir à inventer des concepts, inventer des idées à partir de rien, ex nihilo. Nous n'aurions plus besoin en fait de la connaissance du passé, tout serait emmagasiné dans nos applications téléphoniques, le monde numérique, et enfin en fait l'individu serait libre de concevoir le monde tel qu'il est. Mais en fait le fait est que nos pensées, même aussi jeunes soient-elles, ont besoin d'une structure, ont besoin de répétition, ont besoin d'apprentissage, que l'absence de mémorisation en fait est un frein à la pensée plus qu'un stimulant, et aujourd'hui en fait on tend à l'oublier. Donc l'éloge en fait elle fait fi finalement de ce que l'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire en fait un drame générationnel et sanitaire. Pourquoi dites-vous que l'humain numérisé est un humain simplifié, un humain démantelé? L'ambition, c'est de faire, alors on a compris que vous n'êtes pas pour, mais enfin quand même l'ambition, c'est de faire l'humain augmenter. Tout à fait. La technique avait été pensée comme un moyen d'émancipation de l'homme par rapport aux contraintes naturelles. C'était vraiment l'objectif premier. Sauf que plus le temps avance et plus la technique en fait change de pendant. Aujourd'hui, maintenant, la technique, elle est plus faite pour nous aliéner que pour nous émanciper. D'accord, mais la technique, c'est fait pour la technique, c'est ce qu'on en fait. Bien, alors non, malheureusement non. Une technique, elle existe, mais il y a un usage qui est biaisé par l'application, la manière dont elle est créée. Par exemple, qu'est-ce qui vous permet de dire par ça? exemple, aujourd'hui, concernant le numérique et les réseaux sociaux, on va mettre en place le scrolling infini, des notifications qui vont venir en fait allumer le téléphone, mettre en place un algorithme personnalisé. C'est-à-dire que les notifications dont on est bardé sont autant de sollicitations qui nous font perdre en fait finalement en tout cas de la continuité de l'attention, nous font perdre également du temps, etc. Mais d'un autre côté, je vous suis jusque-là, mais d'un autre côté, les notifications, c'est nous qui acceptons, surtout avec la RGPD, c'est nous qui acceptons qu'elles viennent nous embêter.
Alors le consentement en soi, il est un peu factice, d'autant plus pour la jeunesse, dans la mesure où la plupart des liens sociaux aujourd'hui sont entretenus, facilités par le numérique. Donc le fait est que si on se retire du monde numérique, on perd aussi un monde social qui est immense. On perd aussi une façon d'exister au monde, et donc en fait c'est une question existentielle qui se pose pour nous, c'est-à-dire que sans monde numérique, on disparaît. Donc le consentement, il est vicié par le fait que nous sommes malheureusement contraints d'accéder à ce monde-là. Il y a un point très intéressant que vous soulevez, c'est la déliaison sociale induite par le numérique. Oui. Alors on vous suit, il y a un certain nombre de thèmes que vous liez à cette déliaison sociale produite par le numérique. La mise en spectacle permanente de soi, bon ça on a compris que vous n'aimez pas trop les influenceurs, le coût de la disparition de l'ennui, d'accord, l'apocalypse cognitive, ok, à la rigueur, sans oublier l'impulsivité croissante. Par contre, vous liez ça à la normalisation des incivilités. Là, je vous suis moins. Ce que fait le numérique, c'est qu'il va en fait créer un monde dans lequel la civilité, effectivement, l'incivilité va devenir en fait une norme parce que ces modèles minoritaires d'incivilité, dans le sens où en fait ces incivilités vont devenir de plus en plus visibles. Avant, une incivilité commise était relativement discrète. Elle était dénoncée par les journaux, mais globalement, elle n'était pas diffusée, n'est pas vue comme un moyen en fait de se faire connaître. Aujourd'hui, comme le but premier, c'est la réputation, c'est la visibilité, alors l'incivilité devient acceptable, devient même une promotion individuelle. Donc en fait, finalement, c'est un coup de pub immense. Et dans cela, en fait, c'est une normalisation de l'incivilité. Deux objections par rapport à ce que vous venez de dire. La première, c'est que, d'abord, des incivilités célébrées, vous êtes jeune et brillant, mais à votre âge, j'en connaissais déjà, par les graffitis, dans le rap, et avant nous, et avant moi, les blousons noirs, et à partir de mai 68, notamment. Donc, la glorification de l'incivilité, finalement, c'est un peu quand même lié à toute la génération, la fureur de vivre. Et donc, ce n'est pas quand même quelque chose de neuf. Non, nullement. La question, ce qui fait que c'est neuf, c'est la proportion, en fait. C'est la visibilisation accrue de la chose. Avant, il existait ces phénomènes-là, mais ils pouvaient rester, disons, plus ou moins marginaux. Du moins, des canaux institutionnels, comme des médias, en fait, qui étaient bien installés, pouvaient, disons, dire ce qui était bon, ce qui n'était pas. Aujourd'hui, c'est chacun. Ils continuent de le faire, justement. C'est ce qu'on reproche aux médias, c'est de jouer le camp du bien, alors que il y a un débat à l'intérieur, d'ailleurs, des médias entre, disons, quel est le métier enfin en tous les cas des journalistes, est-ce que c'est de dire le vrai ou est-ce que c'est de dire le bien? Donc le problème des médias, c'est précisément quand ils commencent à dire le bien et le mal. Oui, il y a ces problèmes-là qui se posent. La question, non, je reviens sur ce que vous disiez, effectivement, sur la glorification de l'incivilité. Est-ce qu'il faut le voir, par exemple, peut-être une autre objection, avant d'aller dans votre sens. Une autre objection, c'est que quand il y a une incivilité sur les réseaux sociaux, notamment sur X ou bien sur Instagram, sur Facebook ou sur YouTube, c'est quand même généralement dénoncé par d'autres posts. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle, en fait, j'explique que le numérique, loin de favoriser la déviance, tend aussi finalement à créer un conformisme généralisé. En fait, le numérique... Oui, donc là, on est plutôt dans le camp du bien. Pour moi, le numérique nourrit plus le conformisme que la déviance et ce qui en sort finalement. Le numérique, en fait, impose une surexposition à des contenus qui vont jusqu'à l'intimité. Et donc, en fait, c'est absolument... On fournit des modèles sociaux, finalement, des générations entières qui sont exposées continuellement aux mêmes actions, aux mêmes paroles, aux mêmes procédés. Alors, que le numérique soit agressif et effectivement soit une irruption dans nos vies, c'est une chose. Mais là encore, on n'est pas obligé d'ouvrir son portable dès le matin, de l'avoir dans son lit, de l'avoir... Donc, est-ce que le problème n'est pas tant le numérique que l'usage qu'on en fait? Le problème, c'est que l'usage, il est en partie déterminé par l'objet en tant que tel. Et l'objet, aujourd'hui, nous propose d'être, en fait, polyvalent, c'est-à-dire de pouvoir répondre à absolument tous nos besoins. Pourquoi est-ce qu'on regarde le téléphone le matin? Parce que pour la plupart des Français, et en particulier des jeunes, c'est un réveil, en fait, aujourd'hui, le téléphone. C'est un réveil, ce qui fait qu'aujourd'hui, on va directement être sur le téléphone, et la première action qu'on se fait en se réveillant, ça va être effectivement de vérifier une notification, de voir ce qu'il en est. Donc, en fait, en l'occurrence, l'usage n'est pas libre, parce que l'usage, il est, en fait, complètement biaisé par l'algorithme aussi, qui va complètement venir procéder à une capture de l'attention. Certains jeunes passent 3 heures sur TikTok. Je peux entendre que c'est un problème, mais est-ce que le problème c'est TikTok ou bien c'est le fait qu'on laisse passer 3 heures, les jeunes 3 heures sur TikTok?
Effectivement, en fait, ce sont les deux à la fois, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un contrôle parental qui doit être assuré, c'est indéniable. Seulement, on ne peut pas laisser aux parents le seul rôle de contrôle des écrans. En fait, faire peser sur leurs épaules une responsabilité qui est immense dans la mesure où le numérique, par définition, est fait pour complètement faire dévier et dériver son usage. Donc, les parents après souffrent d'une culpabilisation en fait intense du fait de ne pas pouvoir lutter contre un numérique qui est vorace en fait par définition et qui forcément gagnera la bataille face à aux règles qu'ils imposeront, parce qu'après il y aura des phénomènes aussi comparatifs vis-à-vis d'autres enfants qui pourront eux avoir accès au numérique et pas d'autres. Donc s'il n'y a pas une loi qui encadre et qui donne aussi un cadre moral et normatif, eh bien on peut craindre effectivement que les parents soient face à un danger trop grand pour eux. Mais est-ce qu'une loi qui impose un cadre normal et normatif ne produira pas la transgression qui est inhérente, et en tout cas le désir de transgression qui est inhérent à cet âge? Toutes les lois produisent une transgression, pour autant la question c'est est-ce qu'une loi est bien fondée ou pas. Et est-ce qu'elle est efficace ou pas? Est-ce qu'elle est efficace ou pas? Ça vient en second temps. Déjà d'abord la fin, est-ce que la fin est légitime? En l'occurrence ici ça me paraît être oui la réponse. Et après est-ce qu'elle est efficace? Effectivement là c'est une question qui se pose, mais en l'occurrence il existe plein de moyens de rendre ça effectif. Baptiste Detombe, qu'appelez-vous la génération rassuriste et relativiste? Alors ce sont les générations qui ont pu nous précéder et qui se sont montrées, disons, quelque peu aveugles face aux risques que générait le numérique et qui ont mis sur le marché en fait ces applications-là sans anticiper, sans comprendre en fait les conséquences que ça pouvait avoir. Sur des cerveaux qui sont peu plastiques, des aînés en l'occurrence, c'est vrai que les conséquences sont assez faibles, mais en l'occurrence pour les plus jeunes pour lesquels les cerveaux sont plastiques, les conséquences étaient drastiques. Mais est-ce que justement il n'y a pas un problème, encore une fois, de concept, c'est-à-dire qu'il y a un techno-optimiste des générations qui vous ont précédé, dont la mienne donc, et d'un autre côté, le problème c'est, est-ce que c'est surtout ces générations, et les générations qui ont précédé, y compris la mienne, n'ont pas failli en mettant un cadre et en renonçant à l'éducation, en mettant des interdits pour les jeunes générations? Est-ce que c'est pas là le problème? Est-ce que le problème n'est pas dans l'éducation préalable plutôt que encore une fois, dans l'objet? Alors effectivement, il y a aussi une question d'éducation qui se pose, mais l'éducation ne peut pas forcément tout faire parce qu'en l'occurrence, ici, si on parle d'une question en fait, individuelle, de goût personnel, ce serait un problème. En l'occurrence, c'est une question, pour ma part, qui est anthropologique, qui est systémique et civilisationnelle. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas en fait considérer que seuls les parents et les générations passées prises individuellement doivent agir. C'est un problème collectif face auquel en fait, la loi, les pouvoirs publics ont le devoir d'agir. Vous citez un poème d'Aragon: plus l'ingéniosité de l'homme sera grande, plus l'homme sera démuni des outils physiologiques de l'ingéniosité. Effectivement. On développe des procédés très complexes avec l'IA aujourd'hui, avec effectivement tout ce qui est procédés addictifs, qui sont développeurs des ingénieurs, à la Silicon Valley notamment, des gens en fait brillants. Sauf qu'en fait, ces mêmes applications-là vont progressivement prendre le pas sur nos capacités intellectuelles. On va déléguer progressivement ce que nous savions faire, et parfois au détriment donc de notre capacité autonome à agir sur le réel. Comment avez-vous pris conscience de ce que vous appelez l'aliénation numérique ? Alors je crois que j'ai vécu dans une génération qui est transitoire, une génération qui a vu en fait progressivement le monde numérique envahir notre quotidien. Et je pense qu'une des... Vous avez quel âge ? J'ai 24 ans. Donc ça avait déjà commencé à bien envahir. Oui, c'était bien envahi déjà, mais effectivement dans les transports en commun, quand j'avais entre 5 et 12 ans, il n'y avait aucun écran de visible. Par la suite, absolument chaque passager avait les yeux rivés sur chaque écran. Et on se retrouve effectivement dans la situation qui est moquée par Fabrice Lucchini. Tout à fait. Vous avez un smartphone encore ? J'ai un smartphone encore. Bon, comment vous faites pour résister aux tentations smartphoniques ? Malheureusement, en fait, on se rend compte que l'homme est assez faible individuellement. Il a beau savoir en fait en quoi c'est délétère, en quoi c'est ça négatif. Le problème, c'est la faiblesse de l'homme. Il est impossible de résister pleinement. Le fait est que, en l'occurrence, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les applications réseaux sociaux de mon smartphone et que la plupart sont sur ordinateur actuellement, ce qui est beaucoup moins esthétique et beaucoup moins addictif. C'était la question, comment on sort de cette aliénation tout en restant connecté ? Comme ça ? Alors pour moi, c'est une solution, c'est-à-dire que les applications sur ordinateur, forcément, ne peuvent pas être... Quelles sont les applications qu'on enlève ? Alors déjà, toutes celles qui utilisent des vidéos courtes, malheureusement aujourd'hui c'est quasiment toutes. Vous allez nous mettre au chômage. Hautement addictives. Je suis vraiment désolé pour cela. Comment, quel conseil vous donnez à un jeune qui réclame un smartphone ? Alors, bon courage. Je donnerais à ce jeune des raisons de ne pas y toucher. Ouais. Alors quelles sont les raisons que vous allez lui donner ? En l'occurrence, à une jeune fille ou à un garçon, de 15, 16, 17 ans,
Je pense que je parlerai de la beauté et de l'émerveillement de ce monde. Et que vous allez convaincre ça. Pas comme ça, non. En l'occurrence, je pense que pour le convaincre, il faut l'amener directement dessus du concret, en fait. Ouais. Donc en l'occurrence, ça peut être des randonnées en forêt, ça peut être une pratique sportive, ça peut être en fait des réseaux de sociabilité, du bénévolat associatif. Il y a plein de manières en fait de se rendre compte que ce monde-là est vivant. Et si le numérique il est si puissant aujourd'hui, c'est parce que le jeune actuel grandit dans un vide, en fait. Oui. Et il y a un effet aussi, ça a été l'effet Covid qui a accéléré, hein, c'est ce que vous dites également. C'est un livre absolument passionnant, on n'est pas forcément d'accord, mais c'est une lecture extrêmement stimulante et vraiment très très bien écrit. Bravo, c'est très réussi. L'homme démantelé, comment le numérique consume nos existences, et c'est chez Artege, et c'est bien évidemment à lire et à offrir, et en particulier à offrir aux plus jeunes, ça les fera lire comme ça. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Point de vue, c'est fini, on se retrouve demain, même heure, même endroit.